Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints après le déjeuner pour digérer ensemble en évoquant Nice 2. Alors Nice 2, c'est quand même le sujet du moment, effectivement. Votre présence ici en masse le prouve bien. Alors, je me demande quand même combien d'entre vous sont ici simplement parce qu'ils ont peur d'être désignés à un moment donné par Nice 2, enfin concernés par Nice 2. Dans tous les cas, on va essayer de traiter le sujet d'une manière un peu originale. Puisque nous allons avoir un débat entre un RSSI qui ne voit pas Nice 2 d'un bon oeil, parce que ça va changer beaucoup de choses pour lui. Il a peur, le changement fait peur. Alors, à vrai dire, Benoît Fuseau, ici, président du CLUSIF, ce sera un rôle de composition. En fait, il trouve que Nice 2 est plutôt une opportunité, mais il fallait bien que quelqu'un se désigne pour jouer le méchant, et c'est lui. Benoît, merci d'avoir fait ce choix. Avec grand plaisir. Euh, Ensuite, nous aurons à l'autre, alors pour une fois, je ne commence pas par les dames, mais parce qu'il y a une logique derrière tout ça. À l'autre bout, nous aurons Arnaud Philippe, qui portera la voix du DPO. Alors pourquoi le DPO? Parce que Nice 2 ne concerne pas franchement les DPO, mais les DPO sont les vétérans dans l'histoire. Ils ont vécu l'arrivée du RGPD. Ils ont vu tout ce que ça a changé, ils ont vu les peurs initialement, ils ont vu ce que ça a apporté aussi aux organisations. Et donc, Arnaud va nous apporter sa vision de son historique, en tout cas, de son expérience de l'arrivée du RGPD, pour nous montrer que peut-être Nice 2, ça ne fait pas mal. Et Et ensuite, au centre, et c'est pour ça, last but not least, comme on dit, nous aurons Aurélie Klein, avocate, qui va, alors à défaut de compter les points, qui va un peu modérer les propos des uns et des autres et apporter surtout un éclairage juridique. Nice 2, c'est un texte quand même, donc il va falloir s'y conformer. Et Aurélie nous parlera à la fois donc, de son expérience aussi avec le RGPD, parce qu'il y avait quand même beaucoup de juridique dans le RGPD, et de la manière dont elle voit les approches possibles de conformité avec Nice 2 et ce que ça va pouvoir aussi apporter aux entreprises. Voilà, on a essayé donc de balancer ça, hein, vous voyez, un côté pour, un côté contre, et puis un côté juridique au centre qui va essayer de mettre tout le monde d'accord. J'espère que ça va fonctionner, évidemment. On peut rendre ça interactif. N'hésitez pas à lever la main et commenter au fur et à mesure du débat. Et puis quant à nous, on va commencer par laisser la parole à celui qui n'est pas content, Benoît. Alors Benoît, avec une première plainte ou complainte en tout cas sur la compétitivité en fait. Quid de la compétitivité de ceux qui vont être concernés par Nice 2 et ceux qui ne vont pas l'être. C'est bien ça, si je comprends bien. Exactement. Moi, c'est ma première interrogation, c'est déjà le coût. Parce que ceux qui vont devoir subir cette législation et ceux qui ne le sont pas, c'est donc un avantage. Et je ne suis pas sûr que si je mets que je suis compliance Nice 2 de mon entreprise, ça va faire gagner 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, première inquiétude pour ma part, c'est le coût de cette mise en place de cette législation. Et je pense que mes confrères en parleront, mais la liste est assez longue. Ouais. Donc, surtout si je suis une petite PME, les grands groupes, on le sait, sont quand même assez équipés et ont mis en place un certain nombre de choses. Mais quand je suis une PME, je ne sais même pas déjà ce que c'est Nice 2. J'ai déjà presque pas entendu parler du terme. On est encore très surpris de ça. Mais du RGPD non plus parfois. RGPD non plus. 27% de compliance complète au RGPD, d'après ce que j'avais le dernier chiffre. Et il y a une étude qui est sortie sur le coût de la mise en place de Nice 2 qui était estimée à 22%, en partant de 0 à la mise en place. Donc ça peut être. Et est-ce que tu penses que ça. 22% au chiffre d'affaires. Oui, c'était assez important. Ouais, si on partait de 0 à ça, il y avait une étude qui montrait ça. Donc voilà. Donc première inquiétude par rapport à ça. C'est un vrai impact. Et tu penses que ce coût-là peut pousser en tout cas ta direction à ne pas faire les efforts nécessaires? Pour moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont 22% de marge à dépenser dans une législation. En tout cas, déjà qu'on a déjà du mal en tant que RSSI à faire porter notre voix la plupart du temps. Donc quand il y a un coût financier... voilà, 22%, c'est beaucoup. Voilà. Bon, je pense que tu as tout dit. Hein, on peut arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des vraies questions. Alors, justement, on va essayer de positiver ça. Par quoi peut-on commencer quand on est une petite structure? Par quoi Histoire de essayer de faire les choses correctement, par quoi on commencerait?
Déjà, je pense qu'il y a pas mal de choses. Hein. On prend déjà rien que les 40 règles de l'hygiène de l'ANSSI. C'est quand même assez basique. Moi, j'aime bien parler de 3 piliers. D'ailleurs, j'ai publié des choses sur quelque chose qui s'appelle le cyberscore pour essayer aussi de faire comprendre l'appétence au risque par rapport à ça. Et j'ai 3 piliers. Et c'est toujours ma marotte. Hein. Les identités. Qui maîtrise ses identités? Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit sondage là. Qui connaît le nombre de comptes qu'il a dans son AD à un près? Alors, moi, mais on n'est que 2. Pas mal, déjà pas mal. Mais vous voyez que c'est pas une majorité, d'accord? Et ensuite, dans cette catégorie, qui sait à quoi servent ces comptes? Quand j'entends les comptes génériques, les comptes à privilèges, etc. Parce que par expérience, on s'aperçoit que souvent le bas blesse à ce niveau-là. Deuxième qui m'intéresse, c'est les vulnérabilités. Ok. Donc, on signe tous des super contrats en disant que le patch management, on le maîtrise, qu'on le traite dans les 5 jours, etc. Bon, dans la vraie vie, c'est pas toujours une évidence. Et puis, le troisième sujet, c'est l'obsolescence. Malheureusement, hein, alors 2 niveaux, hein, obsolescence sur les infrastructures, mais sur aussi la partie logicielle. Et puis on le voit avec toutes les vulnérabilités qui n'arrêtent pas d'augmenter. Je vous invite à regarder la courbe du nombre de vulnérabilités année par année qui ne fait que croître et embellir, tous fournisseurs confondus. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a eu un certain nombre de débats au sein de la communauté aussi pour dire pourquoi ce coût est à la charge des entreprises et pas à la charge des éditeurs. Ça, c'est une vraie question aussi par rapport à ça, quoi. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer par des choses ces trois déjà grands basiques. Donc, en type d'audit, finalement, tu verrais peut-être plutôt des audits de type conformité ou en tout cas alignement avec les 12 pratiques, les 40 règles, exactement, etc. des choses simples. Parce simple que et pragmatique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas ne parler que du coût financier. Je parlais du coût financier, mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Regarder son AD, regarder le nombre de comptes, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ce n'est pas forcément ce qui va coûter le plus cher et on n'a pas forcément besoin de se faire assister tout de suite par un prestataire pour mettre ça en œuvre. Alors justement, on parle de coûts et on parle d'audit. Là, on a parlé d'approche très technique. Aurélie, est-ce que pour une petite entreprise, il vaut mieux se limiter dans des choses purement techniques comme ça, histoire de mettre la maison en ordre peut-être, ou est-ce que d'emblée, il faut ajouter à ce coût-là celui d'un conseil légal ? Alors, je vais pas répondre à la question parce que je vais quand même reprendre le sujet. La première chose, c'est savoir si l'organisation dans laquelle vous travaillez est éligible NIS 2. Ah oui, ne pleurons pas avant d'avoir mal. Voilà, parce que déjà, on va commencer par le point de départ. C'est-à-dire que pourquoi, déjà, juste un dézoom sur cette réglementation NIS 2, donc comme le nom l'indique, il y a une NIS 1. Mais là, il y a un durcissement très, très prononcé du référentiel de règles de sécurité et d'obligations que je vais essayer de vulgariser et de démystifier aussi, parce qu'il y a des choses, vraiment, il y a du bon sens aussi derrière ça. Au-delà du budget, c'est certain, mais de toute façon, la sécurité, c'est un budget. Donc la question, ça va être la gestion des risques. Et d'ailleurs, ça me permet de vulgariser en tout cas cette réglementation européenne. Donc il y a NIS 2, il y a le RGPD dont vous avez parlé, le Data Act, l'IA Act, le Cyber Resilience Act. Donc on en a quand même beaucoup là, qui arrivent tous entre 2024 et 2025. Donc faut vous préparer. Vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer la suite. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une obligation maintenant des organisations à investir dans la sécurité des données, des infrastructures, à mettre en place des politiques au sein des organisations. Vous le disiez tout à l'heure sur la gestion des accès, de l'identité. Vous parliez d'obsolescence. Moi, j'ai aussi envie de parler d'obsolescence des données, parce que souvent, on sécurise des données qui sont obsolètes, qui sont redondantes. Ça a un coût. Donc là aussi, si on veut réduire des coûts, il faut déjà mapper, cartographier et y voir du bon sens. C'est-à-dire que le maître mot, c'est gérer ses risques. Donc je pense que le règlement, enfin la directive en l'occurrence et la loi de transposition française qui arrive en octobre seront empreintes, je l'espère, de bon sens. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas obliger des petites entreprises à adopter des règles disproportionnées. Après, d'adopter des règles d'hygiène numérique, je pense que ça, c'est à la portée de tous et toutes. Ça commence déjà par la sensibilisation et la formation. Donc la NIS 2, pour répondre à ma propre question, si je puis dire,
qui ça va concerner? Donc, il y a évidemment des établissements, il y a 12 catégories, 12 secteurs d'activité qui vont être concernés. Donc là, il y a un élargissement des secteurs concernés par rapport à la NIS 1. Mais surtout, et la grande nouveauté, et là, c'est peut-être parmi vous, vous êtes tous potentiellement concernés, ce sont les fournisseurs de ces organisations qui sont des entités essentielles ou des entités importantes, telles que les définit la NIS 2. Et ces fournisseurs, notamment en matière IT, mais également sur la partie qualité pour la partie agroalimentaire, vont être concernés. Et là, effectivement, la question sera à se poser et de savoir, est-ce que mon référentiel de sécurité, sans parler de NIS 2, 1, voilà, est-ce que j'ai un référentiel de sécurité ? Est-ce que je connais mes risques ? Est-ce que je connais les risques de mon client quand j'interface mes logiciels avec lui, ou mes données avec lui, ou mes systèmes avec lui ? Parce que ça, c'est un sujet pour moi primordial. Il y a un paquet de RSSI qui commence à transpirer sur ces questions-là. Mais on est là pour, c'est-à-dire que le but, c'est vous avez 6 mois ensuite pour vous entraîner. Le but, c'est aussi de prendre conscience que ça doit être proportionné. Et encore une fois, de connaître ces risques, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que ça permet de réduire la surface d'attaque, de réduire l'ampleur du risque s'il intervient. Très bien. Donc on l'a vu, on est encore dans la phase d'implémentation. Hein. Je suis une petite entreprise. J'ai demandé à mon avocat si j'allais être concerné ou pas. Donc on voit qu'il faut peut-être investir d'abord par un peu de conseils pour savoir. Oui. Je voudrais juste intervenir. Juste par rapport à ça. Pour moi, tout le monde est concerné. Oui. On est tous clients ou fournisseurs de quelqu'un. Et dans tous les cas, on va être fournisseur d'un grand groupe indirectement qui va imposer des directives de sécurité. Ouais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça que... je dégraisse un peu de ma position, et je pense que, parce que je vais être plutôt dans la favorable de cette législation, c'est que pour une fois, on a un texte qui va dans le bon sens par rapport à ça, et qui pousse à monter en maturité tout le monde. Et c'est bien ça qu'il faut en retenir pour moi, et l'essentiel. Ce que vous avez dit, maîtriser ses risques, maîtriser avec qui je travaille, maîtriser ce que je fais. On ne peut pas sécuriser ce qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on le vit tous les jours. Qui n'a pas de Shadow IT, qui n'a pas Aurélie, vous vouliez intervenir avant que je passe à Arnaud. Oui, parce qu'il y a une histoire de seuil dans la directive NIS, donc je voulais juste traiter ce point, parce qu'effectivement, les petites entreprises, quand on fait partie de ces fameux 12 secteurs d'activité, comme les transports, les eaux sales, les eaux usées, l'agroalimentaire, etc., l'énergie, là, il y a des seuils. Donc, en dessous de 50 salariés, l'entreprise n'est pas visée par NIS 2. En revanche, pour les fournisseurs et la supply chain, qui, elle, est clairement visée par le texte, j'ai même envie de dire que c'est l'objectif principal, c'est d'assainir la supply chain. Là, il n'y a pas de seuil. Donc, les petites entreprises sont visées dès lors qu'elles contribuent, et c'est normal. C'est-à-dire que si vous êtes amené, moi j'ai un client en tête qui fait de la vérification de qualité dans l'agroalimentaire. Donc là, il a des données qui sont interfacées avec ses clients qui sont dans l'agroalimentaire et dans les eaux propres, potables. Lui, il est en panique totale pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit le mot PSSI, le dirigeant ne sait pas ce que ça veut dire. J'espère que dans la salle, tout le monde sait ce que ça veut dire PSSI. Levez la main, ceux qui ne savent pas. Non, c'est bien. Donc, il ne sait pas ce que c'est une politique de sécurité. Et là, je tends la perche. Il y a une grande nouveauté avec la NIS 2, et ça, c'est un grand changement sur la sécurité, et c'est le point commun avec le RGPD, c'est la documentation. C'est-à-dire que de mettre en place des règles, c'est bien, mais après, faut-il encore avoir une politique, donc un référentiel, un point de départ, et d'ajuster cette politique en fonction des événements de la vie, des incidents, de l'intégration d'une nouvelle entité, d'une nouvelle activité, etc. Donc cette documentation, il va falloir le faire. Oui, ça prend du temps. Donc on a vu, on reviendra à Benoît, on parlera de framework justement juste après. On va laisser la parole à Arnaud avec, alors évidemment la question d'Aurélie, je la prends tout de suite. Évidemment, le bâton tendu par Aurélie sur la documentation, très intéressant, comment on fait. Mais j'aimerais glisser avant ça une petite question sur Arnaud, toi qui connais le RGPD, qui voit l'état de compliance du RGPD. Aujourd'hui, je suis une petite entreprise, j'ai quasiment rien fait encore en matière de RGPD. Est-ce que c'est réaliste pour moi de me lancer dans NIS 2, dans de la conformité ? Peut-être que vous n'aurez pas le choix. En D'accord. fait. Donc, à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir sauter le pas. Et je pense que je voudrais rebondir sur ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est que cette capillarité qu'on va avoir
avec les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre qui vont à un moment donné sur l'ensemble de la chaîne de valeur diffuser un certain nombre d'exigences qui par ricochet vont finir par essaimer sur l'ensemble du tissu économique, je pense que là on atteint complètement l'objectif de cette directive. Donc la résilience qu'on veut mettre en place, que les autorités veulent mettre en place et avec laquelle on est, je pense, à peu près tous d'accord sur le fait qu'on a besoin dans l'univers cyber dans lequel on évolue aujourd'hui d'avoir plus de force, plus de rigueur, plus de souplesse aussi dans la manière dont on va appréhender les choses et dans la manière dont on va partager un certain nombre d'informations. Les remontées des incidents qui sont voulus par Nice 2, c'est aussi dans cette perspective-là. Donc, besoin de visibilité. Donc besoin de visibilité, et cette capillarité-là, elle marche. Et l'expérience du RGPD en est la preuve. C'est qu'on a... donc moi, j'ai commencé à travailler sur le RGPD en 2015-2016, quand le texte est arrivé à maturité et qu'on a anticipé le 25 mai. 2018. Le 25 mai 2018. Mais quand on a anticipé le 25 mai 2018, et on a bien vu là sur les 6 ans qui viennent de s'écouler, tout le chemin qui a été fait, tout le chemin contractuel, tout le chemin de dialogue aussi entre les différents interlocuteurs et la maturité que chacun a pu apporter aux uns et aux autres dans la manière dont on appréhendait ce type de problématique. Et là, ça va peut-être aller plus vite. Ça a l'air plus massif quand même, Nice 2, dans le déploiement en tout cas. Oui, évidemment, c'est plus massif, mais ça va prendre du temps. Et il va falloir y consacrer du temps, il va falloir y consacrer de l'argent. Alors, est-ce qu'il faut y consacrer 22% du chiffre d'affaires ? Je ne sais pas. Il faut quand même relativiser un tout petit peu les choses et pas trop se faire peur non plus. On attend quand même l'ensemble. C'est une directive. Donc, puisque c'est une directive, il y a une transposition en droit français sur laquelle on est un peu à l'aveugle aujourd'hui, même s'il y a 2-3 choses qui ont fuité. Il y a quelques bruits qui ont fuité. Ouais. Mais est-ce que ce sera le texte qui sera voté ? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'amendements sur ce texte ? Voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on navigue quand même sur cette transposition, en tout cas au-delà des principes en droit national, un tout petit peu à l'aveugle. Finalement, ce que nous sommes en train de faire là, c'est exactement ce qu'il faut faire à l'instant T, c'est-à-dire comprendre ce qui va être demandé, anticiper, prendre la mesure du sujet, surtout pour ne pas l'ignorer, et on verra en octobre pour les détails. On avait une question au fond. S'ils opèrent sur le territoire européen, ça va s'appliquer. C'est-à-dire Microsoft. Bah oui, ça reste. La territorialité, c'est le lieu de traitement de la donnée. Vous auriez pu évoquer Google, Apple, voilà, tous les GAFA, mais effectivement, oui, effectivement. Après, ça me fait rebondir sur j'ai évoqué la supply chain et peut-être là, je mets vraiment ma casquette d'avocat et de juriste. Ce qui est hyper important, c'est de répartir les responsabilités. On va appeler un chat un chat. On est responsable de ce qu'on accepte. Un contrat, ça sert à ça. C'est comme un contrat de mariage. C'est pour éviter de couper la table en deux au moment de la séparation. C'est pareil dans les entreprises. Je vous invite vivement, et vous ne travaillez pas seul au sein de vos organisations pour assurer la sécurité de ces dernières. Donc, je vous invite vivement à vous rapprocher de vos juristes, avocats préférés, pour mettre en place des contrats. Parce que c'est ce qui permettra de dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Le jour où il y a un incident de sécurité, c'est facile si on a un RACI, pour prendre votre vocabulaire, est-ce que vous connaissez parfaitement bien. Moi, je trouve ça hyper efficace. Si je vous dis RACI, par exemple, la NIS 2 impose indirectement, sans l'évoquer dans le texte, mais établir un RACI au sein d'une organisation, c'est déjà être conforme à NIS 2. Donc, vous voyez que là, pour le coup, ça coûte... Il y a du Monsieur Jourdain, finalement, là-dedans, quand même. Exactement. Donc, en fait, il faut vraiment se dire de quoi a-t-on besoin, comment on s'organise, quels sont nos risques, qui fait quoi. Et déjà, ça soulage la charge mentale des DSI qui sont souvent porteurs de la responsabilité de la sécurité. Et ça, je trouve que c'est quand même fort de café parce que le problème, comme on dit souvent, il est entre la table et la chaise. L'incident vient de l'humain. Un DSI ne peut pas être à l'origine de tous les problèmes, au contraire.
Et il y a un autre point que j'aimerais instiller, c'est la formation du CODIR. C'est-à-dire dans la NIS 2, il y a une obligation pour les entités concernées de former et donc investir du budget de formation au niveau du CODIR. Tout à fait. Et on en vient au budget, parce que c'est le nerf de la guerre, on est d'accord. Si la direction générale est consciente de ces risques et qu'on lui explique voilà les moyens qu'il faut mettre en face pour limiter ces risques et le rendre acceptable, parce qu'entreprendre, c'est prendre un risque ou des risques, je pense que là, le déblocage du budget sera peut-être pas facile, mais sera facilité parce que les personnes mesurent le risque. Et toujours pareil, si je prends une chaîne de production, on prend l'automobile par exemple, demain, incident de sécurité majeur, un arrêt de production de 3 semaines, surtout si on est dans les pièces détachées. Les conséquences financières, c'est des millions d'euros. Ah, oui. Là, on peut déjà investir des millions d'euros dans la sécurité. J'ai l'impression que c'est pris en compte, puisque je vois de plus en plus de demandes qui nous arrivent. On est tout petits, nous, donc c'est de plus en plus de demandes qui nous arrivent, donc ça doit arriver beaucoup plus aux autres, d'intervention en COMEX pour expliquer les risques, pour les faire jouer à des scénarios, etc. Donc ça me semble commencé à être pris en compte. Alors Arnaud, on avait des questions là. Arnaud, tu voulais intervenir, non ? Juste peut-être une chose, c'est que y a je ne vais pas être très gentil, mais l'ANSSI n'est pas le législateur. Donc, c'est enregistré. Non, mais y a les intentions de l'ANSSI, et elles sont tout à fait louables, et elles sont complètement en phase avec les considérants du texte qui rappellent que on veut accompagner le tissu économique dans sa maturité, etc. etc. Et l'ANSSI joue parfaitement ce rôle-là. C'est quand même in fine le législateur qui va décider à quel moment et quelles seront les sanctions pénales, si sanctions pénales il y a. Aujourd'hui, pour avoir échangé avec les différents responsables de secteur, c'est clairement l'orientation. Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête des dirigeants. Pour l'instant. C'est pas le législateur, comme ça a été dit. Pour le moment, effectivement. Le bâton pour se mettre en conformité, c'est pas. C'est comme pour le RGPD, il y a une responsabilité pénale des dirigeants. À ma connaissance, elle n'est pas activée. Par contre, le bad buzz, le défaut, le bad buzz sur l'entreprise quand il y a une violation de sécurité, je peux vous dire que le dirigeant, il l'incarne et il le porte sur ses épaules. Non, mais NIS 2 pour les sous-traitants, par exemple, si les sous-traitants ne peuvent plus travailler avec leur donneur d'ordre parce qu'ils ne sont pas conformes, là il y a un vrai bâton. Mais on le voit déjà avec le RGPD. Nous, on avait des contrats qui faisaient 4 pages. Maintenant, ils en font 45. Et il y a des prestataires qui nous disent votre contrat de 45 pages, on ne travaillera pas parce que le faire étudier par un juriste, ça va nous coûter 20 000 balles. Pour 3 jours de prestation, on ne travaille plus avec vous. Et je pense que NIS 2. 45 pages. C'est pas un bon contrat. Je n'ai peut-être pas les bons juristes. Ça, je ne discute pas là-dessus. C'est enregistré. Pardon. Non, mais je pense que NIS 2 va aussi complexifier la partie contractuelle. Et je pense que ça, c'est un point aussi qu'il faudra faire attention et être attentif pour pas casser le business. Enfin, en tout cas, c'était une pour pas fermer la porte, en tout cas, à des petits. Quand on prend un prestataire, tu es bien placé pour le savoir. Parce qu'on a travaillé ensemble, d'ailleurs. Voilà. Donc, si je t'impose un contrat qui fait 50 pages... si ton contrat faisait 50 pages, on n'aurait pas travaillé ensemble. Voilà. Et donc, du coup, on perd toute cette agilité que l'on pouvait avoir aussi sur cette partie-là. Alors, on avance parce que... dernière question, en plus après on avance parce qu'on a besoin de voir plein d'autres choses sur NIS 2. Des fournisseurs parce que tout le monde n'a pas les reins pour le faire. Aujourd'hui, sur des
moment où le décret va tomber, transposition de la loi, qui va s'appliquer à nos fournisseurs, par quoi est-ce qu'on commence quand on est une TPE-PME de façon à nos clients qui vont être concernés parce que entreprises importantes ou entreprises essentielles? Alors, on est en plein dedans, puisque la question suivante que j'allais poser à Benoît, c'était est-ce qu'il y a des frameworks sur lesquels s'appuyer pour essayer de se mettre un petit peu au carré? Alors, non, tu voulais intervenir? Non. Donc, en fait, nous, on est une petite banque dans un grand groupe, donc on est contraint exactement dans cette logique. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre des frameworks donc, qui sont NIST et Mitratak, des choses que, voilà, assez connues. Et justement, c'est aussi de s'appuyer sur de la connaissance déjà existante. Je ne pense pas qu'il faille réinventer la roue. Encore une fois, on a la chance d'être dans un domaine qui est vivant, où il y a beaucoup de littérature. Je suis président d'une association, donc bien sûr, je vais défendre mon association, mais ce que je veux dire, d'être présent dans une association professionnelle, et il en existe un certain nombre, je vous incite à le faire, parce que justement, ça nous permet de partager, d'être présent comme ça, d'exposer aussi comment. On parlait tout à l'heure de la transposition. Pour moi, c'est une grosse problématique, la transposition. Si je travaille de façon européenne, il n'y en a pas un qui va prendre le même texte, ça va être un vrai bazar. Donc c'est un vrai sujet, ça aussi. On aurait préféré une directive et on n'en parlait plus, comme ça a été fait pour Odora, ou un règlement, pardon. Pardon, excusez-moi, maître. Donc voilà, donc ça, c'est des vraies problématiques. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur des choses. Par contre, attention à une chose, ne pas mélanger conformité et sécurité. Et quand on trompe dans ces frameworks, et je vis ça actuellement, c'est qu'aujourd'hui, donc on s'est fait, je sais plus, il y a 110 questions sur NIST sur lesquelles on répond. Et nous, dans une petite entité, il y a certaines questions, on se dit, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné, mais pas complètement directement. Par exemple, nous, on n'a pas de procédure sur le forensic. Parce que dans notre établissement, on n'a pas suffisamment d'incidents majeurs pour se dire, il faut que j'ai une procédure sur le forensic. Ça me fait perdre 4 points de conformité. Par contre, d'un côté opérationnel, sur la réponse sur incident, on a mis plein de choses en place. Par contre, comme vous le dites, le problème, c'est notre documentation. Et donc là, le gain pour gagner des points en conformité, il est de 0,5. Mais les 0,5 de la mise en place d'une procédure à ce niveau-là, elle est bien plus pertinente pour ma couverture de risque que de faire une procédure points, sur le forensic pour avoir gagné 4 points. Mais si je raisonne d'un point de vue conformité, j'ai plutôt intérêt de faire ma procédure sur ce forensic par rapport à ça. Et donc, c'est justement ça qu'il faut trouver. Moi, je donne aussi des cours et j'explique toujours, réfléchissons, et j'aime beaucoup ce discours sur le risque, le coût et le risque. Faisons l'équilibre tout le temps et reposons-nous en permanence ces choses-là. On a de la chance d'avoir 4 piliers. La disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Ne l'oublions jamais et reposons-nous ces questions à chaque projet. Quel est mon besoin de disponibilité? Comme vous l'avez dit, je dis tout le temps, la sécurité, ça a un coût. C'est pas gratuit. Mais si je n'ai pas de besoin de disponibilité, ça va me coûter moins cher que si j'ai un besoin de disponibilité 24 heures sur 24. Si j'ai un site internet et que je peux considérer qu'il peut s'arrêter 3 jours, ça va me coûter moins cher que si je veux qu'il soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que tu commences à aborder la notion de scope. Est-ce que de périmètre? Qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre? Est-ce que je suis concerné et quel périmètre est concerné? Alors là, c'est peut-être plus une question pour Arnaud. Je sais que Benoît se posait la question du périmètre, mais c'est peut-être plutôt une question pour Arnaud. Il y a des outils d'auto-évaluation ou pas? Comment on sait finalement qu'est-ce qui va être dans le périmètre NIS 2 ou pas NIS 2? Vous vous connectez, alors là pour le coup je flatte l'ANSSI, vous vous connectez sur le site de l'ANSSI, il y a un très bon moteur qui est en place aujourd'hui et qui va vous permettre de voir si vous êtes en tout ou partie de vos activités concernées par la directive. Peut-être juste pour compléter ce que Benoît disait et pour répondre à monsieur, pour moi il y a un mot qui est super important dans cette directive, c'est le principe de proportionnalité. Et il faut bien l'avoir en tête dans la manière dont on aborde ce type de choses. C'est qu'il y a cette notion de proportionnalité qui est écrite noir sur blanc dans la directive et qui sera interprétée bien évidemment après par les autorités administratives indépendantes si évaluation il y a à un moment donné. Mais il faut bien l'avoir en tête dans la manière dont on va construire les choses à partir pour l'application de cette directive. Et pour corroborer ce qui vient d'être dit, toujours dans cette perspective de proportionnalité, il faut quand même considérer, alors c'est le public ici présent est peut-être un peu biaisé parce que vous êtes là parce que vous avez une appétence en tout cas pour la cybersécurité, mais il y a plein d'organisations, d'entreprises
des associations qui n'ont pas de politique de sécurité. J'y reviens, mais une politique de sécurité, c'est subjectif, c'est-à-dire que ça dépend de l'entité dans laquelle on est, de ses moyens, de sa taille, de ses risques, évidemment, des catégories de données qu'on traite, mais aussi des catégories de clients s'il y a des clients. Et je pense que cette directive, si elle a déjà un premier objectif qui est atteignable, c'est d'obliger par la conformité à ce que chaque organisation se pose la question de ses risques et mette en face des règles. Donc on a un début de politique de sécurité. Ça veut dire qu'on va vendre énormément d'analyses de risques durant cet été, pour que ça soit prêt en octobre notamment. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont devoir s'intéresser à des frameworks tels que les a mentionnés Benoît, NIST et MITRE par exemple. Et on sait que l'articulation entre les deux, donc entre de l'opérationnel et de la gouvernance, est super intéressante, mais ça demande un peu de travail, on va dire. Ça, c'est le chemin. Finalement, vous pensez que c'est le chemin vers au moins jusqu'au mois d'octobre pour tout le monde ici ? Alors, il y a un truc qui se passe avant, c'est les JO. Donc, j'espère que les cartographies de risque pour les acteurs qui vont être concernés, elle a déjà été faite. Non, blague à part, le risque, de toute façon, il existe. Il est, ce matin, Maria parlait de massification des risques cyber. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de démonstration. C'est une évidence. Donc là, il n'y a pas de discernement entre tuer une petite entité ou une grande entité. Là encore, se poser la question de qu'est-ce qui se passe si ma chaîne de production est à l'arrêt, si mon site est planté, etc., etc., si mon laboratoire ne peut plus échanger de données avec des établissements de santé. Enfin, les questions, de toute façon, il faut se les poser. Avant octobre, c'est pas la peine de se précipiter. Moi, mon conseil, c'est plutôt de cartographier. Pour moi, un point de départ, faire du repérage. C'est exactement savoir ce qu'on a en magasin, entre guillemets, à quoi ressemble son organisation, son système d'information. J'insiste sur les prestataires, que vous soyez côté prestataire ou côté client, mais chacun est prestataire et client, d'ailleurs, on est souvent entre deux. Ça aussi, c'est une gestion des risques, savoir avec qui on travaille. Effectivement, la partie contractualisation, pour éviter les 45 pages, et j'ai parlé d'un RACI, un bon compromis, c'est mettre des tableaux. Moi, je suis fan des tableaux dans les contrats. Chacun sait qui fait quoi, et puis c'est lisible par tous. Il n'y a pas cette espèce de rejet du plâtre juridique. Vous pourriez venir donner quelques cours Non, pardon. Ça s'appelle du legal design, mais après, oui, on peut. Donc, il y a des moyens, mais j'insiste là-dessus parce que le contrat, c'est important que chacun ici sache le lire. Parce qu'un contrat, pour un contrat, ça ne sert à rien. Mais alors, absolument à rien. Par contre, un devis n'est pas un contrat. Le contrat, c'est gestion des risques. C'est ça la base. Le prix, c'est un devis. Mais en tout cas, la gestion de risque, c'est hyper important. J'aime beaucoup votre idée de tableau dans la contrat. Voilà. Ça, c'est une super idée et c'est pas assez développé. Avec des pictogrammes, c'est encore plus clair. Moi, je suis preneur des choses simples et opérationnelles. Et souvent, malheureusement, des fois, les juristes, ils nous perdent par rapport à ça. Et donc c'est le point à retenir aussi de cette conférence, c'est mettre des tableaux dans les contrats. Autre question, c'est comment gère-t-on justement sa chaîne de prestataires ? Est-ce qu'il y a des outils pour ça ? Donc Arnaud qui est plutôt sur le côté positif, comment on fait ? Est-ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'il y a des outils pour ça ? Benoît qui est plutôt sur le côté négatif, quelles difficultés tu vois dans la gestion de tes partenaires ? Déjà, alors je ne sais pas si ça a été précisé, mais aujourd'hui, moi je me pose une question, c'est la profondeur. Parce que les prestataires de prestataires, jusqu'à quel niveau ça s'arrête ? N-1, ça y est, c'est sûr et certain ou... Je raisonne comme ça sur la partie RGPD. Par contre, le N-1 doit lui-même identifier ses propres sous-traitants. En fait, c'est à chaque fois le N-1 du N-1 qui... Et prendre des engagements. Exactement. Et comme ça nous permet d'identifier quelque chose de très important, c'est la traçabilité de la donnée. Et on revient au sujet des accès à la donnée. Tout à fait. Ouais. Toujours la même chose, les accès sur chose. Oui, Arnaud. Sur l'aspect prestataire, il faut plutôt identifier les risques pour chaque prestataire et l'apport qu'il a à l'entreprise. Et donc faire du tiering, catégoriser tes prestataires. Il faut déjà les connaître. Déjà les lister. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous connaissez tous vos prestataires avec qui l'entreprise travaille. Il y a du boulot. Il y a du sacré boulot là-dessus. Arnaud, l'expérience du RGPD pour ça, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre ? Alors, je suis pas sûr que... Non, là, pour le coup, je suis pas sûr que le RGPD ait été très innovant sur le sujet. On a fait des audits. On a modifié nos contrats.
J'insiste, hein, je vais compléter, peut-être un peu paraphraser, mais si vous ne comprenez pas un truc dans le contrat, il faut le dire tout de suite. Parce que ça peut être le truc qui fait tout changer au moment où il y a le conflit avec le partenaire. C'est quand même super, super important d'être sûr d'avoir une chaîne de responsabilité qui soit clairement définie et clairement établie. Donc ça, c'est un autre point important à ouais. conserver en tête. Hein. C'est cette chaîne de responsabilité, le RACI, le tableau, la chaîne de responsabilité. Exactement. En gros, finalement, si je dois résumer cet aspect un peu légal, mais bon, c'est pour Nice 2, parce qu'on parle de Nice 2, mais probablement c'est valable pour autre chose, ça serait les fameuses CYA américaines, Cover Your Ass, c'est ça ? C'est vraiment être certain de ne pas engager sa propre responsabilité sur des choses qui relèvent d'autrui. Ouais, il faut pas non plus rejeter la responsabilité sur le dernier de la chaîne. Hein. Okay. Il faut aussi que chacun, à un moment donné, prenne ses responsabilités. D'accord. Je vois qu'Aurélie, tu n'es pas d'accord. Non, si, je suis d'accord. Je pense à un dossier où c'était assez lunaire comme réunion. J'étais avec des experts informatiques et c'était sur une prestation cloud. Et en fait, en écoutant, donc moi j'aime bien procéder par immersion, c'est-à-dire que je demande des réunions, des schémas justement pour comprendre ce que je dois contractualiser. Donc là, on m'avait commandé entre guillemets un contrat et je pressentais que c'était pas le bon terme, ou en tout cas que c'était pas ce qu'il fallait. Donc je dis, dites-moi déjà ce que vous faites. Donc il y avait un client et un prestataire. Ah mais c'était, quand je dis surréaliste, c'est qu'en fait personne ne savait ce qu'il avait à faire. Oui, c'est un contrat cloud. Je fais d'accord, mais encore. Donc on est parti sur la plateforme as a service, infrastructure as a service, software as a service, et je dis on fait notre petite pyramide, hein, notre petit triangle, et qui fait quoi ? Ils n'étaient déjà pas d'accord entre eux. Donc un point de départ ultra important, quand bien même on est entre techophiles où on pense parler la même langue. Je parlais des tableaux, là je vais parler d'un autre truc, c'est le schéma. Qui fait quoi ? Ça, c'est vraiment très important parce que, justement, le risque, il est très important quand il y a une zone qui n'est pas couverte. Et ça, je le vois souvent. Quand on n'a pas une distribution des tâches très précise, alors ça demande de la préparation, ça demande de discuter autre chose que du prix parce que, excusez-moi, mais quand on travaille avec des acheteurs ou des DSI, souvent on parle du prix. On parle de la nature de la prestation dans les grandes lignes, mais après, le fonctionnement quotidien de la prestation, surtout s'il y a de l'infogérance, du service. En fait, la techno, c'est pas tant ça, c'est plutôt le service qui est associé à la techno. Et ce fameux RACI, donc je reviens à cela, c'est la base pour à la fois limiter ces risques, mais également éviter de prendre des responsabilités avec vraiment ça, c'était une zone grise, elle n'était pas couverte. C'est quand même un gros, tel qu'on commence à le voir, c'est un gros nettoyage en cours qu'il va falloir faire pour accueillir Nice 2 finalement. Je ne sais pas si vous le présentez comme ça. On aurait 5 minutes, on va peut-être essayer de gratter encore quelques minutes, mais... Exactement. Je vais plutôt vous laisser peut-être maintenant la parole. Je vois bien qu'on aurait plein de choses à continuer à dire, mais peut-être vous laisser la parole sur la manière dont vous avez perçu maintenant ça, ce Nice 2. Est-ce que vous voyez ça vraiment comme quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, beaucoup plus de légal, beaucoup plus d'alignement avec des frameworks, NIST par exemple ? Comment vous vivez ça aujourd'hui, là maintenant, après en avoir parlé pendant 40 minutes ? Oui. On a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui devient effrayant en fait, quand on fait technique, et encore une fois, on trouve ça plutôt légitime, c'est l'empilement entre, par exemple, j'ai des clients de la finance, Dora, donc je suis moi-même HDS, donc je suis 26 euros HDS, donc ça donne une bonne base, donc d'où effectivement ma réponse sur le fait que on est obligé de maîtriser certaines choses, sinon c'est pas le cas. Mais là aujourd'hui, ce qui devient en fait vraiment inquiétant, c'est l'empilement des réglementations. Pas sûr en fait qu'il y ait eu un travail de cohérence qui est entre les différents d'alignement des raquettes là, oui. Essayer d'avoir une sorte de tronc commun en disant j'ai mon tronc commun en fait de sécurité absolue, secure by design, et après derrière je vais en fait pouvoir mettre en place les particularités par rapport à certains secteurs, par rapport à certaines particularités. En fait c'est un travail qu'on va devoir faire. Et là pour le coup on est en train de le mesurer. Si on n'a pas des outils, si effectivement on n'investit pas massivement sur des outils de pilotage, il y en a plein aujourd'hui de SSI donc pour nous aider déjà en fait à séparer le grain de l'ivraie. Et ensuite, après, essayer de faire en sorte que quand on met en place une mesure, qu'on puisse
certes compliant DORA, HDS, RGPD, NIS 2 et bientôt d'autres législations. Ouais, c'est sport. Là, il y a une énorme matrice à créer, en fait, avec les obligations d'un côté, les textes de l'autre, et puis il faut qu'il y ait au moins un truc de vert dans une des lignes, et puis voilà quoi. Et- Franchement, c'est sport. Oui, j'imagine. Pour ça, en fait. Oui, clairement. Alors, ceci dit, on va vers un monde, une organisation de la SSI où des gens seront payés pour ça. Je sais que je le vois avec certains de mes propres clients, où on a refondu l'organisation SSI et on a décidé d'avoir quelqu'un qui est dédié à prendre la main et servir le café aux auditeurs, leur préparer absolument tout, répondre aux questions. Et on sait que cette personne-là, qui est à plein temps dessus, désormais va aussi remplir ses carrés, ses cadres et ses matrices. Voilà, c'est sûr. Il y a une orientation qui est en train de se prendre. De plus en plus, j'entends un terme qui est alors Monsieur Dora, Monsieur NIST, etc. Mais moi, je dis peut-être qu'il faut développer ça en mettant RSSI Legals ou quelque chose comme ça pour avoir justement toute cette envergure juridique. Et juste pour une expérience personnelle, moi, j'ai posé la question à ma direction générale qui allait prendre le sujet. Alors moi, je suis dans le monde bancaire, Dora. Moi, j'ai été nommé désigné d'office. On m'a dit, tu sais éplucher les patates, tu seras Monsieur Dora. Voilà. Et en fait, c'est une vraie problématique aussi dans les organisations. Le RGPD, pour moi, a été vachement bien pour ça parce qu'ils ont désigné une fonction. Et je pense que là, on a quelque chose aussi, nous, association, à pousser, à partager avec le législateur sur le fait que ça serait peut-être bien, justement, qu'il nous aide à avoir une fonction qui, justement, couvre un peu toute cette partie législative. Parce que je ne sais pas, vous, comment ça se passe, mais l'aspect juridique sur la partie SSI, moi, je n'ai pas des experts. Et donc, du coup, d'avoir toute cette veille et ces conseils par rapport à ça. Quoi. Je pense qu'un terme un peu roboratif parfois, mais c'est le collaboratif. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas avoir l'incarnation d'une seule personne qui va porter la charge de tous ces textes. Alors juste pour un point, il y a le droit général et le droit spécial. Donc quand on parle de DORA, il y a des choses qui peuvent être traitées spécialement pour le domaine bancaire, mais qu'on va retrouver plus généralement dans la NIS 2. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais effectivement, moi, je suis pour les groupes de travail. Alors, pas non plus à 15 personnes. L'idée, c'est que chacun bosse dans le groupe et que chacun sache ce qu'il a à faire. Mais déjà, d'en discuter, ça permet de vulgariser d'échanger, un sujet. De vulgariser, ensuite, ça permet en même temps de paralyser. Je reviens sur ma gestion du risque et gestion de crise, mais c'est hyper important. Donc, déjà, ce groupe de travail va être éduqué à ça, va être formé à ça. Et enfin, il faut un pilote dans l'avion, parce que l'idée, c'est de piloter. Je dirais que sans prêcher pour ma paroisse, mais je pense que là, il faut démystifier juridiquement, parce que les textes sont quand même, on va pas se mentir, très juridico-juridiques. Donc, il faut peut-être passer par cette... alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je traduis une page de Nice avec des pictogrammes, parce que c'est plus simple pour moi quand je prépare mes notes. Mais déjà, de mettre à plat ça, savoir est-ce qu'on est éligible, oui, non, même si on ne l'est pas, est-ce qu'on a envie d'en faire un schéma directeur pour mettre en place une politique de sécurité, parce que ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais partager avec vous, même si vous n'êtes pas éligible. Donc, vous pouvez faire baisser un petit peu la pression en sortant de cette salle. Mais ça vaut le coup de regarder des règles de bonne pratique, de gouvernance, de cartographie des prestataires, etc., et de ces risques, bien sûr. Déjà, ça permet d'avancer. Alors, et un intérêt supplémentaire de séparer un petit peu aussi ces fonctions, c'est qu'on peut avoir un RSSI opérationnel, un RSSI légal, comme le propose Benoît, et au-dessus, d'avoir un DSSI qui arbitre avec le soutien du juridique, par exemple, et du légal. Ça peut être une réorganisation. Dernier point, puis après, il va falloir qu'on y aille. On a déjà... Oui. Oui. Ouais. Alors pour paraphraser Coluche, certains seront petits et soumis à Nice 2, et pour eux, ça sera vraiment très dur. Arnaud, tu voulais conclure ? Juste peut-être une expérience d'organisation autour de la fonction RSSI. Moi, j'aime bien les RSSI qui ne sont pas dans la DSI. Donc les RSSI rattachés soit à la direction générale, soit au risque, soit, mais pas au DSI. Je trouve que l'organisation gagne en maturité
Et c'est peut-être aussi une des évolutions que va pousser ce type de réglementation. C'est la conclusion parfaite, puisque finalement, ce qu'on retirerait a priori de ces quelques 45 minutes qui sont beaucoup trop courtes, c'est le mot maturité. C'est que pour aborder NIS 2, si vous n'y avez pas encore réfléchi aujourd'hui, il va falloir faire un saut en maturité. Vous avez jusqu'au mois d'octobre à peu près pour faire un saut en maturité important, en commençant par le back to basic finalement. Vraiment. Et donc vous intéresser peut-être à mettre à plat vos risques, vos sous-traitants, mener une analyse de risque à grande maille. C'est relativement simple. Et finir par, au mois d'octobre, être relativement prêt, par comprendre ce qu'on vous demande, parce que vous aurez fait tout ce travail d'approche avant. La porte s'ouvre, la lumière entre. La lumière entre, donc tout n'est pas mort. Merci d'être venu. Oui, voilà, c'est ça.